Donc on va aborder maintenant le sous-titre 3, après le consentement et la capacité, sous-titre 1, sous-titre 2. Maintenant, sous-titre 3, le contenu du contrat. Selon l'article 1128 du Code civil, le contrat doit avoir un contenu licite et certain. Cette notion de contenu regroupe les anciennes notions d'objet et de cause. Donc, grand 1, la matière de l'engagement, deux petits points, l'objet du contrat. 1.1, définition de l'objet. L'objet d'un contrat correspond à la matière de l'engagement. Il correspond à ce qui est dû. Donc l'objet de l'obligation correspond à la prestation type de l'une des parties. Par exemple, dans tous les contrats de vente, le vendeur s'engage à livrer l'objet et l'acquéreur s'engage à payer le prix. Donc c'est toujours pareil, que quel que soit le bien que vous vendiez, il y a une partie qui s'engage à livrer l'objet et une autre partie qui s'engage à payer un prix. L'objet peut aussi désigner, plus concrètement, la chose ou le service fourni. Il sera ainsi fait référence à la voiture vendue, à l'appartement loué, etc. 1.2. Les conditions relatives à l'objet. Petit a, une prestation. Donc 1.2, les conditions relatives à l'objet. Petit a, une prestation présente ou future. L'article 1163 du Code civil précise que l'objet de l'obligation doit être une prestation présente ou future. L'objet doit exister au moment de la formation du contrat. À défaut, le contrat est nul. Exemple, vous allez comprendre, c'est assez parlant. Exemple, vente d'un animal mort avant la conclusion du contrat. Vous voulez acheter un petit chat ou un chien ou ce que vous voulez comme animal domestique. Vous concluez un contrat et le vendeur vous apporte un animal qui est mort. Bon, évidemment, l'objet du contrat n'existe plus. Exemple, vous achetez une maison et avant de signer le contrat, il s'avère que la maison a brûlé quelques minutes avant. Ah non, vous n'avez pas acheté une maison qui a brûlé. Il existe deux exceptions à ce principe. Les conventions portant sur un objet futur sont valables avec certaines limites. Ainsi, la cession globale, de droit d'auteur sur des œuvres futures est réglementée. Donc vous pouvez très bien, par exemple, conclure un contrat pour acheter les récoltes d'un agriculteur pour l'année prochaine, pas de souci, vous dites ok, je vous achète toutes vos tomates l'année prochaine pour un prix de X milliers d'euros. Mais en revanche, vous ne pouvez pas dire à un jeune artiste, je vous achète toutes vos futures œuvres, toutes vos futures peintures. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous imaginez bien, si vous êtes par exemple un jeune artiste, un jeune musicien, vous avez un producteur qui voit que vous avez beaucoup de talent, il va peut-être vous faire signer un contrat à vie en vous disant ok, je vous achète tous vos futurs tubes pour un prix de 50 euros. Vous n'avez pas de producteur, vous êtes personne sur la scène musicale, vous allez peut-être accepter un prix dérisoire. Sauf que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez peut-être devenir quelqu'un de très connu et il faut éviter, du coup, évidemment, que ce contrat vous lie pieds et mains à ce producteur de musique. Il faut garder une certaine liberté. Deuxième exception, les conventions portant sur un objet aléatoire. Les contrats dont l'objet constitue précisément l'aléa sont valables. Exemple, un contrat d'assurance.
On ne sait pas s'il y aura un jour un risque, mais bon, on peut effectivement tout à fait prévoir qu'on paye une prime parce qu'il y a un risque un jour, notre maison brûle. Exemple, vous achetez des marchandises aussi qui sont sur un navire, vous ne savez pas dans quel état elles sont, personne n'a les moyens de savoir. Aujourd'hui, en 2020, c'est un peu plus compliqué avec toutes les nouvelles technologies, mais imaginons qu'on ne puisse pas savoir ce qu'il y a dans les soutes d'un navire, l'état de la marchandise. Eh bien, si vous achetez pas cher du tout, on va dire qu'il y avait une incertitude. C'est pour ça qu'on a accepté un prix qui était plus faible. Petit b, une prestation possible. Selon l'article 1163 du Code civil, le contrat ne peut pas être valablement formé lorsque la prestation promise est impossible. Cette impossibilité doit être absolue et non pas relative. Exemple, si quelqu'un vend un voyage au centre de la Terre, on sait bien que c'est impossible. En revanche, si quelqu'un vous vend une marchandise que lui-même ne fabrique plus, mais que d'autres personnes continuent à fabriquer, eh bien, le contrat est tout à fait possible. Il faut juste acheter auprès d'une autre société ce produit. Petit c, une prestation déterminée ou déterminable. L'article 1163 du Code civil exige que le contrat ait pour objet une prestation déterminée ou déterminable. Un contrat ne peut pas être exécuté si on ne sait pas exactement à quoi les parties se sont engagées. La prestation du contrat doit être certaine, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir faire l'objet d'une identification précise. Donc la prestation du contrat doit être certaine. Elle doit pouvoir faire l'objet d'une identification précise. Ainsi, premier tiré, la prestation est déterminée lorsqu'on sait exactement au moment de la conclusion du contrat. Donc la prestation est déterminée lorsqu'on sait exactement au moment de la conclusion du contrat ce qui est dû. Exemple, on vend 3 tonnes de blé. Ok. C'est exactement ce que c'est que du blé. Enfin, on peut même peut-être préciser le type de blé. Deuxième tiré, la prestation est déterminable lorsque l'objet du contrat n'est pas encore déterminé, mais qu'il existe dans le contrat des indications suffisamment précises pour que les parties sachent précisément ce qui est dû par le débiteur. Exemple, le prix d'une vente sera déterminé ultérieurement par un tiers expert. Bon, ok, aujourd'hui on ne sait pas quel sera le prix de vente, mais on sait comment on va le calculer par le biais d'un tiers expert. Grand 2. La contrepartie de l'engagement. Autrefois, on faisait référence à la notion de cause d'un contrat. Depuis l'ordonnance du 11 février 2016, la référence à la cause d'un contrat a disparu. Il est néanmoins prévu à l'article 1169 du Code civil, donc 1169 du Code civil, que, vous pouvez ouvrir les guillemets, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Donc un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Vous pouvez fermer les guillemets. 2.1. Définition de la contrepartie. Dans les contrats synallagmatiques, les obligations réciproques se servent mutuellement de contrepartie.
la contrepartie de l'obligation d'une partie à un contrat synalagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre partie. Il s'agit de la contre-prestation. Donc, premier tiré. Pour les contrats synalagmatiques, l'obligation de chacune des parties a pour cause l'objet de l'obligation qui est assumée par les autres parties. Exemple, pour un contrat de vente, la contrepartie de l'obligation de payer le prix est la livraison du bien. Vous acceptez de payer 500 € parce qu'on va vous donner un téléphone portable ou un ordinateur, je ne sais pas ce que vous voulez pour 500 €. Pour un contrat de bail, la contrepartie de l'obligation pour le bailleur, c'est le loyer. Vous acceptez de mettre à disposition votre appartement parce qu'on vous paye un loyer. Inversement, pour le locataire, la contrepartie du paiement du prix, c'est la jouissance paisible d'un local. Donc voilà pour le premier tiré. Donc vous voyez, pour le contrat synalagmatique, on regarde toujours quel est l'engagement pris par l'autre partie. Pour les contrats unilatéraux, onéreux et réels, la contrepartie de l'obligation assumée par l'une des parties est la prestation antérieurement réalisée par l'autre partie. Exemple, pour un contrat de prêt à titre gratuit, l'emprunteur s'engage à restituer la chose qui lui a été prêtée parce qu'elle lui a d'abord été remise. Pour un contrat de dépôt à titre gratuit, le déposant s'engage à restituer la chose qui lui a été déposée parce qu'elle lui avait d'abord été déposée. Troisième tiré, pour les contrats à titre gratuit, la contrepartie de l'obligation est l'intention libérale. Si vous acceptez de faire un don, c'est parce que vous souhaitez réaliser un acte généreux. Il n'existe donc pas de contrepartie objective dans les cas suivants. Donc c'est un nouveau paragraphe. Il n'existe donc pas de contrepartie objective dans les cas suivants. Premier tiré. Il n'y a pas de contrepartie dans un contrat de bail commercial lorsque le local est à usage d'habitation. Dans un tel cas, la dette de loyer est sans cause. Donc vous avez conclu un contrat de bail commercial, vous avez loué votre appartement à un commerçant, vous lui demandez de payer un loyer, non, il ne va pas payer un loyer puisque le règlement de copropriété de l'immeuble dit cet appartement-là est destiné à être un appartement à usage d'habitation. Il n'a donc pas le droit d'être loué comme un bail, comme un fonds de commerce. Autre exemple, un salarié rachète à une caisse des points de retraite alors qu'il a déjà tous ses droits pour partir en retraite. Donc, vous savez qu'on peut racheter des points de retraite quand on est salarié pour partir plus tôt, pour avoir une meilleure retraite. Mais si on est déjà au maximum, il n'y a aucune raison de racheter des points de retraite. Donc, nouveau paragraphe, la sanction de l'absence de cause objective est la nullité absolue du contrat. 2.2. Le contrôle de la contrepartie. 2.2.1. La contrepartie ne doit pas être illusoire ou dérisoire. Donc 2.1. La contrepartie ne doit pas être illusoire ou dérisoire. Donc, comme je vous l'ai déjà indiqué, l'article 1169 du Code civil prévoit que,
vous pouvez ouvrir les guillemets, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Une contrepartie très faible, donc nouveau paragraphe, une contrepartie très faible n'est pas nécessairement dérisoire. Exemple, une vente à 1 euro, symbolique d'une société, n'est pas dérisoire s'il est prévu, par exemple, que le repreneur reprendra les dettes de la société. 2.2.2 Le contrôle de la lésion. Donc la lésion, je vous rappelle, ça vient du latin, c'est l'idée qu'on se taille la part du lion. Et vous savez que le lion, c'est celui qui se sert en premier et qui mange la plus grosse partie. Et il laisse ensuite le reste à la lionne, au lionceau, et peut-être à d'autres animaux, j'en sais rien. Pas un spécialiste de la vie des lions. Vous l'êtes peut-être. Donc voilà ce que c'est qu'un lion, c'est-à-dire que quelqu'un prend une trop grosse part. Donc la lésion se définit comme un défaut d'équivalence entre les prestations des parties. Elle ne peut être admise que lorsqu'un texte spécifique la prévoit. À défaut de texte, un juge ne peut pas annuler un contrat parce qu'il le trouve léonin ou réduire un prix parce qu'il le juge excessif. Donc, pour qu'on puisse admettre la lésion, il faut qu'il y ait un texte de loi qui dise « ici, on admet la lésion ». Le Code civil n'admet la lésion que dans 3 cas. Premier cas, les contrats conclus par un mineur. On l'a vu ensemble dans la capacité. Deuxième cas, la vente d'immeubles consentis pour un prix inférieur au 5/12e de la valeur réelle. Donc si vous avez un immeuble qui vaut 100 000 euros, eh bien si celui-ci, on va dire plutôt 120 000 euros, c'est plus facile, si l'immeuble a été vendu 50 000 euros, moins de 50 000 euros, on est bien à moins des 5/12e de la valeur réelle de l'immeuble, et dans ces cas-là, il y a lésion. Troisième cas, le partage, dans lequel une partie a reçu moins des 3/4 de sa part normale. Donc la lésion est sanctionnée par, premier tiré, la nullité du contrat, que l'on appelle rescission pour lésion, ou, deuxième tiré, par l'intervention du juge qui rééquilibre le contrat sans l'annuler. Donc ensuite, j'arrête la vidéo parce que sinon ça va être trop lourd sur YouTube. Et je vous fais ensuite un grand 3 sur la licéité du contrat.